et bienvenue dans Athletes Corner. Nous sommes au Fouquet's Barrière sur les Champs-Élysées à Paris et nous sommes avec Lionel Comol, pilote automobile et porte-parole de la Fondation Arthritis. Bonjour Lionel. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Alors sans plus tarder, je vous remets ce joker parce que je vais vous poser plein de questions et ça peut vous aider. On ne sait jamais. Donc j'ai droit qu'à une seule fois. Une seule fois puisque vous en avez un. Je ne vous ai pas remis une pile de 10, donc ce sera une seule fois. Vous n'avez pas de ciseaux, rien du tout, donc vous ne ferez rien. Vous êtes prêts? On peut commencer? Tout à fait. Ben, allons-y. Alors d'abord, j'aimerais juste que vous nous parliez de votre sport, le sport automobile. Tout à fait. Donc mon sport, effectivement, c'est le sport automobile et particulièrement le rallye. Voilà, c'est un sport que je pratique depuis plusieurs années, qui m'a fait vibrer depuis que je suis en âge de comprendre ce que c'est qu'une voiture. Alors j'ai choisi le rallye parce que je pense que mon père a été un petit peu initiateur puisqu'il adorait ça et puis il a participé aussi à quelques rallyes. J'aurais pu largement choisir le circuit, mais en tout cas c'est vers le rallye que je me suis dirigé. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Alors j'ai eu un parcours un petit peu atypique. J'ai commencé le sport auto très tard. J'ai commencé en fait la compétition avec du ski en compétition pendant une dizaine d'années. Je suis arrivé jusqu'au niveau national et ensuite j'ai arrêté pour mes études. Donc j'ai fait maths sup, maths spé, j'ai arrêté pour ça. Ensuite une école d'ingénieur et puis dans l'école d'ingénieur j'ai eu l'occasion de pouvoir prendre le volant d'une auto puisqu'ils ont fait des sélections en interne et j'ai gagné les sélections et ils m'ont offert une voiture de rallye, une 106 à l'époque, une 106. Ah oui, c'était fabuleux pour moi. C'était le pied à l'étrier. C'était dans ma dernière année, j'avais 25 ans, 24-25 ans. Et puis j'ai trouvé ça fabuleux et depuis, j'ai pu lâcher le volant. Et vous en êtes où de la compétition aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je participe au championnat de France des rallyes avec une voiture très performante qui est une Renault Clio R3 qui fait partie des nouvelles réglementations avec la réglementation R3. Donc c'est une voiture qui est quasiment aussi performante qu'une Super 1600 qui a été championne de France des rallyes. Quelles sont vos plus grandes victoires en compétition? Alors des victoires, j'en ai eu en ski, j'en ai pas eu beaucoup en voiture puisque dès que j'ai commencé la compétition, très vite je suis allé dans une compétition de haut niveau puisque j'ai participé très rapidement au volant Peugeot. Le volant Peugeot 206, à l'époque ça s'appelait le volant Peugeot 206 WRC. L'issue de cette compétition-là, c'était d'être pilote officiel. Donc vous imaginez le rêve d'être pilote officiel et puis surtout vous imaginez la performance et la compétitivité des personnes qui pouvaient se battre dans ce type de formule de promotion. Donc très vite je me suis retrouvé avec des très très bons comme des futurs pilotes en devenir. Il y avait Nicolas Vouilloz par exemple qui aujourd'hui est pilote dans l'IRC, il y avait Sébastien Ogier, donc voilà, c'est des noms qui sont connus aujourd'hui. Donc j'ai pas gagné dans ces compétitions-là, même si je me suis battu dans le top 10 au début, puis dans le top 5 ensuite. Alors, vous êtes atteint de la spondylarthrite ankylosante. Comment est-ce que vous arrivez à concilier maladie et compétition? Alors ça a été le combat de longues années. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand je fais de la compétition, je ne fais pas de la compétition que pour la performance. Et même si elle est importante, la performance, et que je suis là pour essayer de gagner, je le fais aussi par plaisir parce que le sport auto, ça a été pour moi le catalyseur du combat que j'ai mené contre cette maladie qui est profondément handicapante à terme, puisqu'elle soude l'ensemble de mes articulations, des vertèbres, des hanches. Donc vous imaginez un peu le handicap que ça peut amener. La perspective de me retrouver derrière le volant, c'était ce qui me faisait me lever tous les jours dans des périodes particulièrement difficiles où j'ai souffert énormément, où j'étais sous morphine, où j'arrivais plus à dormir, j'arrivais même plus à respirer puisque la respiration me faisait mal. Eh bien voilà, j'ai dans le sport automobile cette force-là aussi de l'utiliser pour le plaisir que ça me procure et de l'utiliser comme un catalyseur de mon combat. La spondylarthrite ankylosante touche 600 000 personnes en France? Alors, les rhumatismes inflammatoires chroniques touchent 600 000 personnes. La spondylarthrite ankylosante fait partie de l'ensemble des rhumatismes inflammatoires chroniques.
Le rhumatisme le plus connu, c'est la polyarthrite rhumatoïde. Voilà, c'est un nom qu'on connaît mieux. Il y a aussi la spondylarthrite ankylosante, mais il n'y a pas que ça. C'est des maladies de l'inflammation. Il y a l'arthrite juvénile qui peut attaquer aussi les jeunes, qui va même jusqu'aux nourrissons. Il y a la maladie de Behçet, il y a aussi la maladie de Crohn qui attaque les intestins, il y a des maladies aussi qui attaquent le système sanguin. Donc c'est un ensemble de maladies inflammatoires qui s'appellent les rhumatismes inflammatoires chroniques et qui effectivement touchent 600 000 personnes. À peu près la prévalence c'est 150 000 à 200 000 pour la spondylarthrite ankylosante, 150 000 à 200 000 pour la polyarthrite rhumatoïde et le reste des autres maladies sur l'ensemble des autres 200 000 personnes. Quels sont les effets de votre maladie? Alors, ça a des effets pervers puisque c'est une maladie qui est dégénérative. Au début, on a des douleurs, on a énormément mal, on est très fatigué et ce sans savoir pourquoi, puisque c'est là que l'office de la maladie commence à faire. Ensuite, cette maladie-là, à terme, amène un handicap profond. C'est difficile d'en parler quand on est jeune, quand on a 20 ans et qu'on est atteint de cette maladie-là. Difficile de dire à son entourage que, eh bien, on est fatigué, de dire qu'on a mal alors que ça ne se voit pas. Pourtant, c'est extrêmement douloureux, extrêmement désocialisant. Ça se voit par contre ensuite, quand on a 40, 50, 60 ans, là on voit un handicap profond avec une colonne vertébrale qui est complètement soudée par exemple, ou avec des mains qui sont complètement déformées. Et vous avez commencé à avoir mal au dos quand? Alors moi c'est arrivé très tôt, mes premières douleurs sont apparues aux alentours de 5 ans. En fait, je m'en souviens puisque j'avais des cauchemars qui me revenaient assez régulièrement, qui étaient des serpents qui me mordaient le dos et des citernes qui explosaient dans mon dos. Alors à l'époque, je ne pouvais pas mettre un nom sur ces douleurs-là, mais en tout cas, c'est des cauchemars qui étaient bien récurrents. Et j'ai commencé à visiter les rhumatologues et les docteurs quand j'ai commencé le ski à compétition, à peu près aux alentours de 12 ans. Et de 12 ans jusqu'à 25 ans, j'ai souffert, sans savoir pourquoi, de cette maladie qui m'attaquait par crise. Et comment ça se fait qu'on ne l'a pas diagnostiqué cette maladie? Bien déjà à l'époque on la connaissait encore un peu moins et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une maladie d'abord du silence et on souffre d'un problème de diagnostic. Dans ces maladies-là, l'errance thérapeutique, c'est-à-dire entre le moment où on a mal et le moment où on est diagnostiqué, en moyenne, il se passe entre 5 et 7 ans, encore aujourd'hui. Quand on parle de rhumatisme, on a l'impression qu'on parle de maladie pour les personnes âgées. Or, ça peut vraiment attaquer les jeunes, même les plus jeunes, puisque je parlais tout à l'heure des nourrissons. Mais la plus grande partie des personnes qui déclarent ces maladies-là sont l'adulte jeune. À l'adulte jeune, on n'imagine pas être atteint de rhumatisme. Donc, c'est un vrai problème de diagnostic. Le travail aussi que je mène auprès de la Fondation Arthritis, pour lequel je suis porte-parole, c'est de créer une communication, de créer une dynamique pour qu'on parle de ces maladies-là, qu'on favorise le diagnostic précoce parce que c'est au fur et à mesure des années que le handicap se crée quand les articulations commencent à se détruire. Donc il faut absolument réussir à le diagnostiquer très tôt pour le traiter très tôt. Et depuis quand vous êtes porte-parole de la Fondation Arthritis? Je suis devenu le porte-parole en début 2008. Je suis arrivé en 2007 avec un projet de communication autour du sport automobile que je leur ai présenté, qu'ils ont largement accepté. Ça a énormément bien marché puisqu'on a sensibilisé les médias. On est passé même dans le journal de Claire Chazal, ce qui est quand même une référence. Et depuis, je suis devenu le porte-parole. J'ai décidé de mettre toute mon énergie pour les deux paris qu'on s'est fixés. Le premier, c'est récolter des fonds pour la recherche, puisqu'aujourd'hui, moi, si je suis capable de faire du sport, c'est parce que je bénéficie d'un traitement de pointe issu de la recherche. C'est un nouveau traitement d'ailleurs. C'est un nouveau traitement. Vous l'avez depuis longtemps Je l'ai pris en 2004. En 2004, et ça a changé votre vie en fait? Pour moi, ça a été quasiment miraculeux. Je suis passé d'une personne qui avait perdu 14 kilos, qui était sous morphine forte dose, qui avait du mal à marcher, du mal à respirer, à quelqu'un 15 jours après qui commençait à refaire du sport, qui commençait à refaire du jogging pour pouvoir s'entraîner pour la course auto. Donc bien sûr, ça a été miraculeux. Je me rappelle qu'à l'époque, dans cette période-là, si j'avais rencontré un lutin, la seule chose que j'y aurais demandé, c'est un seul jour sans douleur parce que
j'arrivais pas à imaginer que la vie pouvait être sans douleur. Et puis là, la recherche m'en a offert aujourd'hui 5 ans, j'espère encore longtemps. Malheureusement, ces traitements-là ne marchent pas chez tout le monde. Très peu de patients aujourd'hui bénéficient de ces traitements-là. Et en plus, les patients qui en bénéficient, pour les patients qui en bénéficient, il y a moins de 50% des personnes pour qui ça marche. Donc c'est pour ça qu'on travaille très fort avec la recherche et qu'on soutient des projets de recherche pour réussir à trouver des solutions. Parce que le traitement que je prends, non seulement il ne marche pas chez tout le monde, mais en plus il ne guérit pas. L'idée du traitement, c'est de stopper l'évolution de la maladie, mais en aucun cas de la guérir. Donc nous, on a envie de guérir de ces maladies-là. On a envie que ce soit, on a envie de l'oublier. Aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Alors vous avez écrit un livre, La colonne bambou, que je vais montrer tout de suite. Le voici. Qu'est-ce que vous nous expliquez dans ce livre? Qu'est-ce que vous racontez? Eh bien, ce livre, je l'ai écrit pour réussir, encore une fois, à sensibiliser la population. Avec le sport auto, on n'arrivait pas à avoir un public assez large. Donc je me suis dit, c'est important de réussir à sensibiliser l'adulte jeune, réussir à sensibiliser aussi la personne un petit peu plus âgée. Donc on a eu l'idée d'écrire un livre. Je l'ai écrit un peu à la façon d'un roman. Disons que je l'ai rythmé comme un roman. La maladie dans ce livre, bien sûr, existe, mais ne fait pas partie complète du livre. C'est pas un témoignage comme les autres. J'ai pas voulu faire un témoignage larmoyant, mais j'ai voulu faire un livre sympathique qu'on lisait avec plaisir, plein de positivité. Je l'ai écrit pour les patients, bien sûr, pour qu'ils puissent lire et puis qu'ils puissent avoir un espoir de positivité au travers du livre. Je l'ai écrit aussi pour l'entourage, pour qu'ils puissent connaître, savoir ce qui se passe dans la vie des personnes qui sont malades, qui les entourent. Parce que c'est avant tout, je l'ai dit, des maladies silencieuses. Et c'est intéressant de savoir comment on peut vivre de l'intérieur ces maladies-là. Mais je l'ai écrit aussi pour le grand public, pour qu'ils puissent être sensibilisés à ce type de maladie-là au travers d'un livre sympa à lire. Bien sûr, tous les bénéfices du livre sont reversés à la Fondation. Voilà, c'est un petit voyage initiatique dans ma vie. C'est un manuel d'une vie heureuse, en fait, puisque moi, j'explique dans ce livre-là que le catalyseur de mon combat, c'est le plaisir. Alors mon plaisir, c'est de faire du sport auto, mais c'est le plaisir avant tout qui a catalysé mon combat, qui m'a motivé et qui a créé toute cette dynamique qu'il y a autour de moi. Alors malgré la maladie, vous pratiquez quand même le sport à très haut niveau. Quelle est votre principale qualité? Je crois que ma principale qualité, c'est l'abnégation, la volonté, le travail. J'ai appris, malheureusement, avec cette maladie-là, à me battre longtemps, très fort, à travailler aussi très durement, puisque j'explique dans le livre, par exemple, que tous les matins, depuis 15 ans maintenant, je fais 3/4 d'heure d'exercice. J'ai découvert ces exercices-là tout seul, alors que c'est un vrai phénomène qu'il y a dans la maladie. C'est la nuit que la maladie fait le plus son office, et donc le matin, on fait ce qu'on appelle un dérouillage matinal. C'est comme si vous mettiez de la colle sur les articulations et que le matin, il fallait casser cette colle-là. Et moi, je pratique ces exercices depuis maintenant 15 ans. Faire ça, c'est déjà avoir une hygiène de vie très difficile à tenir. Et je crois que ce caractère d'abnégation que j'ai développé autour de la maladie, bien, j'arrive à le transférer sur le sport, sur la vie de tous les jours, sur la profession aussi que j'exerce. Et ma principale qualité, c'est bien ça, c'est bien de réfléchir pour essayer d'être le meilleur possible avec les qualités que j'ai. Est-ce que vous avez un défaut quand même? Ah oui, j'ai beaucoup de défauts, malheureusement. Mon principal défaut, je crois, c'est peut-être d'être impatient. Oui, c'est... Effectivement, c'est être impatient et un petit peu sanguin. Je m'énerve de temps en temps, des fois, dans la voiture. Le sport automobile, c'est dangereux? Vous n'avez jamais eu peur? Non, peur, j'ai jamais eu. Dangereux, oui, c'est dangereux. Bien sûr qu'on mesure les risques qu'on encourt quand on court, mais je crois qu'on n'y pense pas non plus quand on est dans la voiture. Aujourd'hui, moi j'ai choisi une voiture, une Clio R3 qui est en termes de sécurité quasiment au top de la sécurité d'aujourd'hui. Je crois qu'on est quand même très bien cadré
dans le cadre du sport auto, même si c'est un sport qui est effectivement dangereux, on a quand même de moins en moins de chances et très peu de chances de se faire mal. Vous n'avez jamais eu envie d'arrêter? Non, j'ai jamais eu envie d'arrêter puisque je crois que tant que je trouverai du plaisir, tant que je trouverai des moyens de progresser, de m'améliorer dans le sport auto, bien, je ne voudrais pas arrêter. Alors à côté du sport, vous êtes ingénieur aéronautique. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail? Alors, ingénieur automobile, effectivement, j'ai fait une école d'ingénieur dans l'aéronautique et l'automobile qui s'appelle l'ESTACA et qui m'a offert ma première voiture de rallye. Mon travail de tous les jours, au début, en sortant de l'école, c'était de faire des essais sur les voitures pour valider le fait qu'elles puissent effectivement bien sortir en série. Ça s'appelle la synthèse véhicule. Ensuite, j'ai bifurqué vers le projet. Donc, j'étais chef de projet sur les boîtes de vitesse de la Logan. Donc, mon travail, c'était d'articuler le travail des usines, le travail du bureau d'études, le travail des achats, voilà, d'articuler tout ça pour que une boîte de vitesse de la Logan sorte à l'heure, dans le bon niveau de qualité requis et dans la bonne voiture. Alors votre passion c'est l'automobile, donc votre travail, tout est l'automobile quoi finalement. Exactement, même le week-end je donne aussi des cours de pilotage. Eh ben voyons. Donc c'est le catalyseur de ma vie, c'est important. Je crois que je prends énormément de plaisir à chaque fois que j'exerce un métier là-dedans et donc c'est comme ça que je le vois. Alors maintenant je vais passer à vos goûts. On commence par la cuisine. Quel est votre plat préféré? Les pâtes. Je suis d'origine italienne, ma mère fait merveilleusement les pâtes et je crois qu'on pourrait tout m'enlever dans la cuisine sauf les pâtes. Alors c'est un plat que j'ai utilisé beaucoup quand j'étais étudiant. Comme beaucoup de monde finalement. Tout à fait. Et que maintenant je prends plaisir à manger. Et il y a un plat que vous détestez? Il y a un plat que je déteste, oui, c'est les radis. J'aime pas les radis. Bon, ça arrive. Mais sinon, j'ai un spectre de cuisine assez large. J'aime quasiment tout. En vêtements, quel est votre style? Comme ça? Alors, comme ça, de temps en temps, quand ça me fait plaisir. Non, je crois que j'ai un style. J'essaie d'être plutôt classe, mais j'ai un style assez large aussi. Je peux être capable de porter des baggy avec une veste de survêt, comme un costard avec une chemise, voire une cravate. J'aime bien changer. J'aime bien aussi catégoriser les vêtements. Je sais que quand je vais travailler, je m'habille en costard avec une cravate. Le week-end, c'est pas du tout pareil. Et voilà, j'aime bien associer les vêtements avec l'événement que je vais faire. Musique, quel est votre chanteur préféré? Ouya. Mon chanteur préféré, écoutez, je crois que c'est mon beau-frère. Parce que je viens de baptiser donc ma petite fille qui s'appelle Louisa et c'est lui qui a chanté à l'église. Il a chanté merveilleusement et je me suis trouvé donc fan de son chant. Ah oui, mais il n'a pas fait de disque encore. Non, il n'a pas encore fait de disque et il veut absolument pas que je l'inscrive à la Nouvelle Star ou à la Starac. C'est dommage parce qu'il pourrait vraiment percer. Il est très. Il va manquer à la Nouvelle Star. En télé justement, quelle est votre émission préférée? Mon émission préférée. Ah, c'est difficile. Hein. Ah oui, c'est difficile. Alors ça, c'est particulièrement difficile. Je crois que je regarde souvent du sport, donc globalement, j'aime regarder l'ensemble des émissions sportives. Maintenant, avoir une émission préférée, je ne suis pas très télé en soi. Et est-ce que vous zappez une émission? Je zappe. Est-ce que vous zappez, si vous voyez, enfin, est-ce qu'il y a une émission que vous zappez? Oui, l'île de la Tentation, par exemple. Dommage, très sympa. Cinéma, est-ce que vous avez un film culte? Les Tontons Flingueurs. Bah voilà. Et est-ce qu'il y a un film que vous n'irez jamais revoir? Un film que je n'irai jamais revoir, il y en a quelques-uns. Là, je pense au Diable s'habille en Prada. Ah ouais, d'accord. Sportif, quel sportif vous préférez? Ah ben, mon livre a été préfacé par Alain Prost. Je crois que c'est un très très grand champion, quelqu'un de très disponible, très ouvert. Moi j'adore Alain Prost.
Donc c'est mon sportif préféré aujourd'hui. Bien sûr, on ne peut pas parler de sport auto sans parler de Sébastien Loeb qui vraiment défraie toute la chronique. Il est très impressionnant de facilité. Je pense que beaucoup de monde aimerait avoir sa facilité. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes qui débutent dans le sport auto? Oui, je crois que dans le sport auto, il faut s'armer de courage et de patience. Il faut avoir beaucoup de talent, mais il faut avoir aussi un peu de chance et il faut avoir un certain sens de la communication. C'est important parce que le sport auto, c'est un vecteur de communication, c'est un outil qu'on utilise, que les entreprises utilisent dans la communication. Donc, je pense que le jeune aujourd'hui doit avoir cette notion-là de communication s'il veut percer dans le sport auto. Alors maintenant, je passe aux personnes que vous aimez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui compte particulièrement pour vous? Mon père, ma mère, ma fille et ma femme. Bon, ça fait pas beaucoup, ça va. Et est-ce que votre entourage a influencé vos choix dans la vie? Je crois que j'ai plutôt influencé mon entourage. Je leur ai donné cette dynamique pour me suivre. Je crois que j'ai forcé mes parents à me suivre dans le sport auto. J'ai forcé ma femme à me suivre dans mes combats parce qu'il n'y a pas que le sport auto. Il y a plein de combats que je mène aussi dans la vie. Oui, je crois que j'ai plutôt, je tire plutôt les autres dans le cercle de mes combats que en fait. Alors Lionel, nous, on arrive à la fin de notre interview. Je vois que vous n'avez pas utilisé votre joker. Non. Vous l'aimez tellement que vous voulez le garder, c'est ça? Non, c'est que j'essaie de répondre le plus simplement et avec le plus de sincérité possible aux questions. Voilà, je crois que c'était important de parler du livre, de parler de la fondation. C'est important de dire qu'on est ultra dynamique, qu'on a plein de projets en cours. C'est important de dire qu'on va faire une soirée de gala avec Laurent Dassault et Alain Prost. C'est important de dire qu'on est en train de créer un partenariat avec Richard Mille, qui est un grand horloger. De dire que Clarence, qui est une grande entreprise, nous suit. Voilà, c'est important de dire aussi qu'on met en place une tombola pour récolter les fonds, qu'on met en place aussi un village qui va se déplacer. C'est important de dire que je vais faire une tournée aussi des CHU que j'ai initiée au moment du rallye du Limousin. Donc une tournée dans laquelle on va faire une conférence avec un rhumatologue, il y a un chercheur qui va venir parler des projets qu'on soutient et puis moi je ferai une séance de dédicace avec mon livre. Voilà, on est très dynamique pour essayer de faire parler de nous dans le bon sens du terme, de passer un message positif et de récolter le plus de fonds possible pour trouver des solutions. Merci beaucoup Lionel. Merci. Vous pouvez regarder cette interview sur worldsports-events.com, rubrique Athletes Corner. Merci beaucoup au Fouquet's Barrière pour son accueil. À très bientôt.